Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission tant attendue par vous, chers abonnés, puisque évidemment on l'a reçu plusieurs fois. C'est Monsieur Gérard Chevrier. Encore une fois, merci d'être présent, Monsieur Chevrier. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien en ce moment. On a eu une vague de froid là en France, mais maintenant c'est redevenu doux. Alors c'est un peu plus agréable de pouvoir travailler, surtout quand on doit des fois travailler dehors. Mais C'est ça va ça. très bien. Et j'ai envie de dire, malheureusement, si vous êtes là ici, c'est parce que le temps est maussade, non pas en France, mais au Venezuela, Oui, puisque récemment, il y a eu donc les attaques récentes au Venezuela, à Caracas, notamment le mausolée d'Hugo Chavez qui a été bombardé, mais surtout le kidnapping du président oui. Nicolas Maduro, sous les ordres de Donald Trump, soi-disant, qui disait « Make America Great Again », mais qui ne s'occupe de tout, sauf de l'Amérique. Donc évidemment, ce sera le premier sujet de cette émission, mais on va en faire beaucoup, j'en ai noté quelques-uns. Il y a donc évidemment les ressources pétrolières du Venezuela, les intentions cachées des USA, une probable intervention au Groenland, à Cuba ou encore la Colombie, l'ultimatum de la Chine aux USA, et on finira bien évidemment sur ce qui se passe en Iran, puisque vous avez été prophète là-dessus, mais on y reviendra après. Ma première question, c'est comment ce qui a pu se passer au Venezuela a pu se réaliser, comment vous l'expliquez? Oui, alors si vous voulez, avant d'attaquer ce sujet, je voudrais, si vous le permettez, Bien sûr. vous parler un petit peu de ce que j'ai fait il y a quelques années. Alors, vous savez que je suis industriel et que j'ai construit les deux entre eux. Enfin, j'ai créé trois sociétés dans ma vie et j'en ai vendu une en 2001. Et cette société s'appelait les Tubes d'Aquitaine. Et donc, c'est en 1994 que j'ai inventé un procédé de fabrication qui était unique au monde et qui m'a permis de recevoir dans mon bureau tous les dirigeants des plus grandes compagnies pétrolières du monde. J'ai reçu les gens de Gazprom, de Sapsik Gazprom, qui est le distributeur, si vous voulez, du gaz en Russie, British Petroleum, Shell, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. J'ai installé beaucoup de tubes en Oman, puisque Shell et le Sultanat d'Oman ont une société commune en Oman. Et là, on a remplacé, j'ai formé des équipes, on a remplacé, si vous voulez, tout le réseau Flowline en Oman. C'est le réseau des tubes de petit diamètre qui partent de la tête de puits pour aller sur les cuves de séparation. Et donc, ces tubes que j'ai fabriqués, j'ai tout fait de A à Z. En 94, j'ai donc créé ce procédé, dessiné les machines, on a construit les machines et on peut voir sur ma chaîne YouTube, si vous faites par exemple Gérard Chevrier et que vous allez vous cliquer sur le logo puis après sur vidéo, vous allez avoir à la 6e vidéo, une vidéo qui s'intitule « La construction de machines hors normes ». Et là, effectivement, ce sont des machines que j'ai entièrement dessinées qui font 80 mètres de long et qui produisaient des tubes de pétrole sur lesquels il y avait 4 personnes qui travaillaient. Vous voyez, 80 mètres de long, 4 personnes qui conduisent. Et donc, on voit la production de ces tubes. Je vais vous faire voir. Alors, vous voyez, dans une usine, je fabriquais les bandes. Vous voyez, ça c'est des bandes avec des fils de Kevlar qui sont utilisés dans la construction, la fabrication des gilets pare-balles et qui sont fabriqués dans le renforcement des casques des militaires, tout ça. Donc là, ce sont des fils de Toiron, mais c'est l'équivalent du Kevlar. On fabriquait des bandes de différentes largeurs. Et puis, ensuite, vous avez un tube lui-même, vous voyez, de 6 pouces, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, ouais, avec 4 couches de renforcement. Alors, ce tube qui fait 6 pouces, si vous voulez, eh bien, c'est à l'origine un tube de polyéthylène qui casse à 22 bars, et ce tube, avec le renforcement que nous fabriquions, cassait à 270 bars. On transportait du pétrole, notamment en Oman, avec des pressions de 80 bars, puisqu'on prend des coefficients de sécurité très importants. Et là, vous avez ici le système de joints et d'étanchéité, je ne sais pas si on peut le voir, et donc le filetage, et je fabriquais des tubes de 12 mètres. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est important.
j'ai bien su, je suis allé au Venezuela, j'ai rencontré les gens de chez PDVSA, des ingénieurs, des trucs. On est allé à Maracaibo, au bord du lac, où là, il y avait un réseau de flowline sur le fond du lac. Si vous voulez, c'est un lac qui est très peu profond, mais qui est très, très grand, qui est immense. Il fait à peu près la distance de Limoges à Bordeaux et de Bordeaux à l'Espagne. Vous voyez? Donc, et là, il y a une profondeur de 12 à 15 mètres de profondeur, c'est pas très profond. Et sur le fond de ce lac, à l'époque, il y avait 40 000 kilomètres de flowline à remplacer. Parce que tout était en acier rouillé, percé. Et donc, je connais le type de pétrole qu'il y a au Venezuela, c'est pour ça que je vous parle de ça. Et c'est un point capital parce que c'est un pétrole qui est très proche de celui qu'il y a au Canada. Et c'est un pétrole très lourd avec lequel on peut faire certains produits que l'on ne peut pas faire avec des pétroles ultra light comme ils ont aux États-Unis. Alors, tout le problème est là, c'est-à-dire que aux États-Unis, vous savez, ils sont devenus les premiers producteurs mondiaux de pétrole, avec notamment l'exploitation du gaz de schiste et la méthode de cracking dans lequel il y a beaucoup de pétrole ultra léger. Et ce pétrole ultra léger permet de faire de l'essence, de faire du kérosène pour les avions, mais ne permet pas de faire du diesel. Voyez, donc ça c'est important parce que le diesel, si vous voulez, c'est quelque chose qui, pour l'agriculture, pour des camions, pour plein d'industries, il faut notamment, bien sûr, tous les bateaux militaires et les bateaux civils. Vous pouvez pas faire des moteurs à essence sur un bateau, c'est trop dangereux. C'est quelque chose qui serait une matière qui est trop explosive, etc. Donc, il faut du gasoil. Et là, pour faire du gasoil, il faut du lourd. Et donc, il y a très longtemps, avant Hugo Chavez, les sociétés américaines avaient investi au Venezuela. Et c'est un pays un peu comme l'Ukraine, où il y a une corruption phénoménale. Il y avait ça déjà il y a 40 ans. Et donc, pourquoi il y a une corruption? Tout simplement parce que les compagnies pétrolières qui arrivent, eh bien, avant de pomper, ils arrosent. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire qu'il faut donner de l'argent à gauche, à droite, et là, vous avez l'autorisation de ci, il y a des normes anti-pollution, et ben, on paye le gouverneur du coin et on s'appuie là-dessus. Et donc, c'est comme ça que ça a fonctionné pendant des années. Alors, au Moyen-Orient, c'est du pétrole léger, notamment en Arabie Saoudite, en Iran également, pétrole de très haute qualité. En Oman, bizarrement, qui est au sud de l'Arabie Saoudite, c'est du lourd. Donc là, moi, j'ai installé des tubes sur du lourd. C'est pratiquement du goudron, vous savez. Et donc, les tubes en acier sont rapidement corrodés. Il y avait des fuites au bout de 3 mois sur les tubes acier. Et donc, le produit que je vous ai fait voir, que j'ai créé, a remplacé tout le réseau Flowline en Oman et dans d'autres pays. Et donc, pour vous finir avec ce petit chapitre, cette société, toutes les compagnies pétrolières qui venaient me rendre visite au siège social de ma société voulaient m'acheter l'usine, mais ne voulaient pas m'acheter les tubes, vous voyez, parce qu'ils voulaient fabriquer eux-mêmes. Et donc, on a été souvent en discussion. Finalement, quand j'ai reçu le PDG de Zapsik Gazprom, lui est arrivé avec une valise pour m'acheter l'usine, carrément, une valise de dollars avec son secrétaire, qui était un Allemand à l'époque. Et c'était un gars, je me rappelle encore, il s'appelait Nikiforov. C'était un bonhomme qui faisait 130 kilos. Vous auriez vu la bête. Et il avait son attaché-caisse qui était plein de dollars. Vous voyez, à l'époque, c'était des dollars. Et il le lâchait pas. Vous voyez, on allait partout. On allait au restaurant, on allait truc. Il avait sa valise avec lui. Et donc, en fait, eh bien, comme je voulais, au départ, je disais non, je veux créer des emplois en France. Je veux pas vendre l'usine. Un peu plus tard, on pourra vous installer un atelier clé en main. Mais au départ, je veux. Et alors, finalement, comme c'était des gens qui étaient
qui brassait beaucoup d'argent, eh bien, ce PDG, là, Nikiforov, il s'appelait, eh bien, il m'a dit, bon, bah, c'est pas compliqué, on va vous acheter un container de tubes, et puis vous allez nous faire une installation à Tioumen, à côté, en Sibérie, vous voyez, et je suis allé là-bas, en Russie, pour former une équipe d'ingénieurs, et puis quand je suis arrivé, alors on a envoyé un container, alors le gars, paf, ils ont payé un container, ça n'était pas un problème pour eux, et quand je suis arrivé quelques mois plus tard, bon, bah, on a travaillé avec leur équipe d'ingénieurs parce que c'est là que j'ai rencontré, si vous voulez, des gens vraiment d'un très haut niveau. Et je suis allé aussi aux États-Unis où j'ai rencontré bien sûr des ingénieurs puisque j'ai travaillé beaucoup avec aussi les Anglais, British Gas. J'ai fait des tests en Angleterre où on faisait exploser les tubes pour faire le test qu'on appelle de Rapid Crack Propagation. Et donc, dans un camp militaire, on était dans un bunker parce qu'on faisait exploser ça. Il fallait voir le truc, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et donc, quand je suis arrivé en Russie, donc quelques mois après qu'ils avaient commandé, on a fait des réunions. Et puis, je suis allé dans une de leurs usines où j'ai pu voir, il y avait un laboratoire où ils étaient en train de désosser le tube, vous voyez, couche par couche, pour essayer de fabriquer eux-mêmes. Et alors, je me rappelle, j'étais avec un ingénieur qui venait de l'aviation, parce que tous ces gars qui étaient dans le civil avaient été militaires avant, bien souvent. Et donc, il me dit, alors j'ai dit, mais c'est pas la peine de chercher à me copier, parce que si vous voulez, dans quelques mois, je vous vendrai une machine, clé en main. Et donc, pour l'instant, commencez par m'acheter des tubes, et puis après, je vous vendrai la ligne de production. Alors, il me dit, bah oui, mais vous savez, nous, on suit les ordres, ce qu'on nous demande de faire, parce que c'était un laboratoire de recherche. Et alors, il me dit, vous savez, nous, en Russie, on a, à l'école, on sélectionne les meilleurs étudiants, et là, on les met dans l'aérospatial. Ensuite, ceux qui sont au second, on les met dans l'aviation, les troisièmes dans la marine, et puis après, le reste, ça va au civil. Il dit, ce qui fait qu'on est capable de fabriquer des fusées, mais on est incapable de fabriquer des casseroles. Vous voyez, et c'était, alors là, si vous voulez, le niveau de ces gens-là, c'était vraiment des gens très intéressants. J'ai passé plusieurs semaines là-bas en Russie, et donc mais on va revenir, si vous voulez, au sujet. Donc le sujet, c'est que aux États-Unis, ils ont investi dans des raffineries qui sont installées à côté de Houston, au Texas, qui sont installés en Louisiane. Et ces raffineries, c'était des usines énormes, eh bien, ont été conçues pour raffiner le pétrole lourd, celui qu'il y a au Venezuela, puisque à l'époque, il y avait quand même encore des relations équitables, on peut dire, ou tout du moins qui fonctionnaient avec le Venezuela. Or, depuis qu'il y a eu des sanctions, depuis Hugo Chavez, etc., bien sûr, Chavez a nationalisé les compagnies américaines qui se croyaient tout permis, il faut bien le dire, donc il fallait mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Eh bien, ces usines, ces raffineries qui sont aux États-Unis ont besoin du lourd pour le mélanger avec le léger qu'ils ont aux États-Unis pour faire du gasoil. Oui. Et donc maintenant, toutes ces usines travaillent au ralenti, il y en a certaines qui sont fermées, et donc ça devient un problème économique majeur, puisque si vous n'avez pas de gasoil, vous ne faites pas tourner les bateaux, toute la marine américaine, ils ont besoin de gasoil, etc. Et donc là, on comprend que, si vous voulez, il y aurait pu avoir, je pense, si les États-Unis étaient dirigés par une équipe de personnes compétentes, ils seraient allés voir les dirigeants du Venezuela, on aurait trouvé un accord commercial pour que les deux parties trouvent leur intérêt, parce qu'il y a quand même des réserves énormes, c'est les plus grandes réserves du monde au Venezuela. On parle de 300 milliards de barils de réserves, et donc, et encore, on n'a pas cherché partout.
Et donc, mais c'est un pétrole qui est difficile à transporter. Bien souvent, il faut le chauffer. Ça dépend des endroits. Vous voyez, il y a des endroits où il y a quelque chose qui peut être exploité directement et d'autres où c'est un peu le pétrole que l'on retrouve au Canada. Et alors, donc, là, on aurait eu une équipe de personnes compétentes. Eh bien, il y aurait eu des accords, ils auraient acheté du pétrole, ils auraient investi au Venezuela, et puis tout ça se serait déroulé. Mais on a affaire à une équipe d'abrutis aux États-Unis qui ont été sélectionnés et élus non pas sur leurs compétences, mais sur le fait que ce sont des sionistes inconditionnels, c'est-à-dire qu'ils placent l'intérêt d'Israël avant celui des États-Unis. C'était ça le critère de sélection de l'EPAC. L'EPAC qui finance les campagnes des sénateurs, du président, etc. Et donc, si vous n'avez pas, ils sont choisis uniquement sur le critère, est-ce que vous êtes d'accord pour placer l'intérêt d'Israël avant celui des États-Unis? Voilà comment ça se passe. Et donc, on a en ce moment une équipe de personnes. Alors, vous savez, je dors pas beaucoup moi dans la nuit. Je travaille. Eh bien, cette nuit, je me disais, il faut, pour trouver un abruti de ce niveau, il faut remonter loin, vous voyez, par rapport à Trump. Parce qu'il y en a un qui l'a très bien décrit, c'est Robert De Niro. Robert De Niro, ça fait maintenant pratiquement 10 ans qu'il tire à boulet rouge sur Trump. Il a dit que c'était un porc, que c'était un imbécile, etc. Et là, je le rejoins tout à fait. C'est un type vulgaire, qui n'a aucune culture, qui ne connaît rien et qui est toujours dans l'invective et dans la prétention. Et alors là, il est en train d'entraîner les États-Unis vers la guerre. C'est ça qui est terrible. Vous voyez, on reviendra là-dessus après. Et donc je me disais, mais quel chef d'État aurait pu faire un truc pareil, une bêtise de truc, parce qu'ils pouvaient l'avoir, le pétrole, ils ont des dollars, ils pouvaient acheter le pétrole au Venezuela, se mettre d'accord, c'était pas la peine de faire cet enlèvement stupide sous le prétexte de la drogue, vous voyez, c'est complètement bidon ce truc-là. Eh bien, j'ai pensé qu'il fallait remonter jusqu'à Idi Amin Dada. Je ne sais pas si vous êtes peut-être un peu jeune pour avoir connu cette époque. Idi Amin Dada, c'était un ancien sergent de l'armée anglaise, c'était en Afrique, vous voyez. Il était en Ouganda, et donc il avait monté des camps de torture autour de la capitale, et les gens qui étaient torturés finissaient dans son élevage de crocodiles, vous voyez, pour vous dire. Et lui, il assistait au spectacle des crocodiles qui bouffaient les gens qui avaient été torturés. C'est un type horrible. C'est pareil, c'était un type énorme. Je sais pas. Vous verrez, Idi Amin Dada, c'était prétentieux, etc. Enfin, un niveau. Bon, mais Trump, c'est à peu près le même niveau. Alors, effectivement, si on regarde la situation, ce qu'on peut se poser comme question, c'est pourquoi les Russes ont laissé faire. Parce que c'est ça le problème. En fait, les Russes sont présents au Venezuela dans le domaine de la défense. Ils ont installé des missiles S-300 et tout le système radar qui va avec. Ils étaient parfaitement, à mon avis, au courant de cette attaque. Et donc, la question, pour répondre à cette question, je pense, vous savez, il faut se dire que les Russes, notamment Poutine, ce sont des joueurs d'échecs et ils préparent le troisième coup en avance. Et donc, bien souvent, on ne comprend pas ce qu'ils ont fait, mais en réalité, 2 ou 3 trucs plus tard, on comprend pourquoi ils ont fait ça. Alors, l'hypothèse, moi, c'est que je pense qu'ils ne s'entendaient pas très bien avec Maduro. C'était peut-être pas quelqu'un de très fiable et ils ont préféré jouer sur la vice-présidente qui prend aujourd'hui les rênes au Venezuela. Vous voyez, c'est peut-être la stratégie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une opération quand même qui a été sanglante, puisque les Américains ont tué un peu plus de 75 personnes qui représentaient toute la garde rapprochée de Maduros, et notamment 32 Cubains qui étaient là dans sa garde toute rapprochée. Et moi, je considère que ça a été vraiment de l'assassinat, puisque si vous voulez, sur le plan judiciaire,
la différence qu'il y a entre un meurtre et un assassinat, c'est quand l'acte a été prémédité et préparé. Or là, ils ont préparé cette opération depuis plusieurs mois. Probablement, ils ont créé un bâtiment identique à celui où était Maduro, vous voyez, dans un camp d'entraînement. Et puis, ils se sont entraînés puisqu'ils ont, la CIA est très bien implantée, et surtout le Mossad au Venezuela. Et donc, ils ont entraîné les hommes pour faire cet assaut, pour aller directement dans les pièces où il fallait aller, tuer les personnes qui étaient à tel endroit et tel endroit. Et donc, tout ça a été orchestré, préparé. Moi, je pense que les Russes devaient être au courant avec tous les systèmes d'écoute qu'ils ont également, mais bizarrement, alors ce qui est curieux, c'est que malgré tout, ça leur fait une très mauvaise publicité auprès de tous les chefs d'État africains et dans d'autres pays où ils sont en quelque sorte engagés pour assurer la sécurité du gouvernement en place. Et là, alors, est-ce qu'ils ont probablement par le canal diplomatique prévenu que ça allait se passer peut-être quelques heures après en disant voilà, vous inquiétez pas, nous on était au courant, mais on aurait pu l'arrêter, mais on laisse faire parce que c'est dans notre stratégie, c'est possible. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur l'absence de réaction de toutes les Russes qui étaient présents de l'armée, enfin les militaires russes qui sont présents au Venezuela, et surtout toutes les installations qu'ils ont. Il y a également beaucoup d'Iraniens au Venezuela qui ont des installations. Et alors là, on va rester, si vous voulez, on va sortir de la question militaire, on va aller sur le problème économique. La Chine a menacé donc d'intervenir si les Américains continuent à raisonner les pétroliers. Alors, les Chinois ont une autre philosophie que celle des Américains. Ça, c'est très important. Avant de passer à ça, je veux, si vous voulez, aller sur un petit point qui me paraît aussi pour la compréhension. Bon, vous savez que maintenant, bon, moi j'ai beaucoup d'années derrière moi, donc j'ai pas mal d'expérience, et je considère qu'il y a deux façons de gagner de l'argent. Il y a la première, c'est en travaillant, et la seconde, c'est en spéculant. Or, vous avez les États-Unis qui sont principalement organisés par le lobby de la finance, puisqu'ils ont, au cours des siècles précédents, accueilli beaucoup de financiers israélites, beaucoup de banquiers, etc. Et donc, d'abord, la place forte, c'était Londres. Si vous voulez, c'est là où le lobby de la finance a été créé, en quelque sorte. Et c'est créé notamment sur le trafic de l'opium, trafic de la drogue. Vous avez les plus grandes familles, enfin, la famille la plus importante israélite qui possédait 70% du marché de la drogue en Chine, vous voyez, à Hong Kong et à Shanghai, c'était la famille Sassoon, qui était 10 fois plus riche que les Rothschild à l'époque. Vous voyez, quelque chose d'énorme. Ils possédaient 70% de la flotte qui amenait le trafic, l'opium depuis l'Inde jusqu'au truc. On pourra faire un jour une émission peut-être sur la famille Sassoon, parce que c'est quelque chose d'énorme. Vous voyez. Et il y a eu aussi une autre, un autre groupe qui détenait pratiquement les 30% restants. Et ces gens-là, qui étaient également alors les Sassoon, et c'était une famille qui était à Bagdad à l'origine. Et puis, comme à l'époque, il y a eu, on est dans les années 1815, il y a eu un renversement. Ils sont sentis le danger parce qu'ils mettaient trop les mains dans la caisse, et donc ils se sont réfugiés d'abord à Bombay, et puis en quelques mois, en quelques années, ils sont devenus tellement importants dans la culture de l'opium et tout ça, qu'ils sont allés après s'installer en Chine,
Alors, c'est toute une histoire, vous voyez. Mais il y a un autre truc que les gens connaissent bien. Vous avez une banque qui s'appelle HSBC. Oui. C'était une banque mondialement connue. Eh bien, l'origine de cette banque, c'est le trafic de l'opium. Voyez. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que entre 1840 et 1845, vous avez l'armée anglaise et américaine qui ont fait la guerre aux Chinois pour imposer le trafic de drogue à Hong Kong et à Shanghai. Et il y a eu des combats pendant plusieurs mois, et finalement, comme ils étaient nettement plus forts, ils ont imposé la vente de la drogue dans ces comptoirs qui étaient à Hong Kong et à Shanghai. Alors, la banque HSBC, qui a créé le business de l'opium, c'était quelque chose de phénoménal. Ils gagnaient tellement d'argent qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce pognon? On va créer une banque. Ils ont créé Hong Kong, Shanghai, Bank of China. C'est HSBC. Vous voyez? Bon. Et donc, c'est une banque qui s'est développée à travers le monde et qui a démarré toute sa fortune dans le commerce de l'opium. Alors, le commerce de l'opium, vous achetez pour 100 000 $ et vous revendez à 400 000 $. C'était le ratio qu'ils avaient à cette époque-là. Donc, aussi bien la famille Sassoon que le groupe qui a constitué HSBC. C'était des Anglais, d'ailleurs, HSBC et Écossais. Et alors, les Chinois s'en rappellent de tout ça. Parce que, si vous voulez, le fait d'avoir fait des bâtiments dans lesquels les gens venaient fumer de l'opium, ça a foutu en l'air plusieurs générations, parce que ça commence en 1810 et ça va jusqu'en 1900 et quelques, vous voyez. Et donc, des régions entières, des personnes qui auraient pu travailler, qui étaient incapables de travailler. Et donc, ça a handicapé ce pays. Et ça, Xi Jinping, il s'en rappelle, enfin, je veux dire, il sait tout ça, vous voyez, tous ces gens-là. Et donc, à mon avis, ils ont une revanche à prendre sur l'Occident, parce que l'Occident les a entraînés pendant des décennies vers un état de dépendance à la drogue. Vous voyez. Alors aujourd'hui, on va enlever Maduro sous un prétexte de trafic de drogue, alors qu'on sait très bien que la CIA s'est enrichie pendant des décennies avec le trafic, qu'ils ont organisé le trafic de drogue partout, notamment en Afghanistan, où ils avaient le pavot et tout le truc, et donc ils se sont ils ont créé des caisses parallèles où, si vous voulez, ils n'avaient plus besoin de demander des fonds à Washington, puisque le pognon qu'ils gagnaient avec le trafic de drogue était tellement énorme qu'ils étaient indépendants pratiquement, la CIA. Il y a eu des groupes de la CIA qui ont financé leur action, tout ça, mais sans rien demander, parce que l'argent rentrait faux. C'était eux qui étaient les distributeurs et tout le truc. C'était quelque chose. Mais ça, c'est autre. Alors, on va revenir maintenant, si vous voulez, sur la Chine. Or, la Chine... Parce que je fais une petite aparté, mais il faut savoir que juste avant que Maduro se fasse kidnapper, il avait reçu une délégation chinoise à son bureau. Oui. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Est-ce que c'est pas justement un coup de Trump pour impressionner les Chinois? Je veux revenir sur un petit point que je disais. Vous savez, deux méthodes, deux façons de gagner de l'argent. Et donc ça, c'est très important, c'est fondamental. Entre 1850 et 1950, le lobby de la finance aux États-Unis a investi sur l'industrie américaine. Tout l'argent qu'ils gagnaient était remis par là. Et donc, ils ont construit, en l'espace d'un siècle, un tissu industriel phénoménal, et la puissance industrielle, ça vous donne la puissance militaire. Et donc, pendant ce temps-là, entre 1850 et 1950, les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale sur le plan industriel et sur le plan militaire. D'accord. À partir des années 60, le lobby de la finance découvre qu'on peut gagner 5 fois plus de pognon en délocalisant les usines qui sont aux États-Unis et en faisant faire le travail dans les pays à bas coût de salaire.
voyez, où là, le salaire est 5 fois, 10 fois moins élevé qu'aux États-Unis. Et donc, c'est tout le problème est là. À partir de 1960, il y a tout un tas d'activités qui sont données comme Apple, la fabrication des téléphones et tout ça, les ordinateurs et tout passe d'abord par Taïwan. Et puis ensuite, à Taïwan, on envoie le travail se faire en Chine, parce que c'est encore beaucoup moins cher qu'à Taïwan. Et là, les actionnaires, enfin, Wall Street, gagnent des fortunes et des fortunes. Mais pendant ce temps-là, si vous voulez, l'industrie dégringole, le niveau des militaires dégringole, le niveau du matériel. Et donc aujourd'hui, il y a un écart énorme entre le niveau technologique de la Chine, de la Russie et le niveau des États-Unis. Même dans certains domaines, l'Iran est bien plus avancé que les États-Unis. Vous voyez, dans le domaine des drones, dans le domaine des fusées conventionnelles, enfin des missiles conventionnels, tout ça. Alors, je vous explique pourquoi c'est important. Parce que depuis, on va dire, 20 ans, 25 ans même, on peut dire, les Américains ont continué à investir dans des domaines militaires qui sont devenus aujourd'hui obsolètes. Vous voyez, vous avez la plus grande marine dans le monde, c'est la marine américaine. Ils ont des quantités de bateaux. Mais tous les bâtiments de surface, aujourd'hui, sont vulnérables. Sont vulnérables par des missiles hypersoniques et sont vulnérables par des sous-marins. Alors, les sous-marins, c'est très important. C'est vraiment là. Alors, on peut revenir, si vous voulez, des spécialistes ont considéré qu'en 39-45, notamment en 1939, Hitler disposait de 20 sous-marins. S'il en avait eu 60, il aurait gagné la guerre. Vous voyez, ce sont des spécialistes d'analyse des géostratégiques militaires qui ont estimé que si l'Allemagne avait disposé de 60 sous-marins au début de la guerre, eh bien, il gagnait la guerre parce que les Américains n'auraient pas pu transporter tout le matériel et les hommes qu'ils avaient besoin pour le débarquement, n'auraient pas pu aller transporter pour aller en Méditerranée, tout ça, n'auraient pas pu aller depuis les États-Unis jusqu'en Sibérie pour fournir tout le matériel aux Russes qui manquaient de matériel, qui ont pratiquement gagné la guerre, vous voyez. Donc, les sous-marins, c'est capital. Or, la Chine, elle, depuis 25 ans, elle investit dans les sous-marins. Ils ont actuellement 70 sous-marins de très haut niveau. Vous voyez. Les sous-marins qu'ils ont, les Chinois, sont capables de larguer des torpilles à 60 km de la cible, donc, et de faire demi-tour sans être inquiété. Vous avez un porte-avions. Regardez un peu, vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Un porte-avions nécessite 12 à 15 années de travail pour la construction. Les études, les trucs, tout ça. 12 à 15 années. Coûte environ 12 milliards de dollars un porte-avions aujourd'hui. Mais à l'intérieur du porte-avions, vous avez 100-150 avions qui coûtent entre 100 et 150 millions de dollars. Et vous avez 5000 personnes. Et pour former ces 5000 personnes, les spécialistes militaires estiment qu'il faut environ 10 ans. Vous voyez ? C'est un investissement colossal. Et donc, un porte-avions, il peut être coulé par un petit missile fabriqué par les Iraniens qui coûte 3 millions d'euros. Avec 3 millions d'euros, vous coulez un porte-avions qui fait 300 mètres de long et qui a coûté, avec son équipement, environ 30 milliards de dollars. Vous voyez ? Avec un truc de 3 millions de dollars, vous coulez un bâtiment de 30 milliards de dollars et vous allez avoir 5000 personnes qui vont reposer par 4000 mètres de fond. C'est un truc de fou, vous voyez. Un missile hypersonique qui arrive sur le premier pont du porte-avions, il rentre jusqu'au 4e, il explose, c'est terminé. Il n'y a plus de porte-avions. Ils sont en dessous de la ligne de flottaison et tout ça, ça descend. Les sous-marins chinois, comme je vous l'ai dit, ont fabriqué des torpilles qui sont capables de larguer à 50-60 km du porte-avions. Donc, les Américains ne se rendent pas compte
qui sont complètement largués sur le plan de la technologie et du savoir du matériel militaire. Alors, ça, c'est pour vous détendre un petit peu ce qui va se passer dans quelques temps. Parce que, vous savez, il y a un proverbe qui dit même si on est con, quand on se brûle, on le sent. Eh bien, les gens vont leur dire attention, mettez pas la main parce que ça brûle. Non, ça fait rien, vont mettre la main. Mais là, quand ils auront mis la main, un boulot, ça fait mal. Oui. Eh bien là, c'est pareil pour les Américains. Dans quelques temps, ils vont aller se confronter avec les Chinois probablement, ou peut-être avec les Russes. Et là, ça va pas être la même histoire. Je peux vous dire que ils sont devenus toujours pareil. Le rôle des sous-marins. Vous avez, je l'ai expliqué déjà dans plusieurs de mes vidéos, les États-Unis sont devenus très vulnérables parce qu'ils ont la façade atlantique sur laquelle est concentrée toutes les grandes villes, la façade pacifique, et donc vous avez actuellement, dans tous les domaines, on recherche à augmenter la vitesse des missiles, la vitesse des avions. Pourquoi ? Parce que la vitesse égale temps. C'est-à-dire qu'on veut réduire la durée du vol d'un missile pour aller depuis son point de départ jusqu'à sa cible. On va dans des missiles hypersoniques qui sont à 12 fois la vitesse du son, et à ce moment-là, où il fallait 1 heure pour aller d'un endroit de la Russie jusqu'aux États-Unis, maintenant on va mettre 15 minutes, vous voyez, ou 10 minutes. Ça, c'est un axe de recherche, c'est un axe de développement, on augmente la vitesse. Mais il y a une autre façon de diminuer le temps, vous voyez, le temps du parcours, qui est beaucoup plus importante, c'est de se rapprocher de la cible. Parce que quand vous tirez un missile à 10 000 km, eh bien, malgré tout, d'abord, il est détecté par tout le réseau des satellites, vous avez ensuite les radars qui le prennent en chasse. Alors, bien sûr, les Russes, là aussi, ont à peu près 7 ans d'avance sur les Américains, puisqu'ils font des missiles qui changent de direction et qui trompent les radars, qui calculent pour envoyer un missile qui va exploser à côté du missile, vous voyez. Mais comme il a changé de direction 4 ou 5 fois, il faut à chaque fois refaire les calculs, ça prend 2 ou 3 minutes montre en main, et donc là-dessus, ils ont déjà en avance. Mais quand vous avez votre point de départ qui se trouve à 10 000 km de la cible, ça représente malgré tout du temps. Mais si vous avez des missiles qui sont à bord des sous-marins et que ces sous-marins, vous les approchez à 20 km de la côte est des États-Unis, le temps de vol, il est de 3 minutes. Vous voyez, Washington, notamment la Maison-Blanche, se trouve à peu près à 100 km de la côte. Vous mettez un sous-marin à 25 km de la côte, en 2 minutes, il est au-dessus de la Maison-Blanche ou au-dessus du Pentagone. Et quelques minutes plus tard, à la place de la Maison-Blanche, vous avez un trou qui fait 400 mètres de diamètre et 70 mètres de profondeur. Vous voyez, voilà. Voilà, c'est ce qui va se passer et ceux qui ne comprennent pas. Alors, le Pentagone, ça va être un trou. La Maison-Blanche, ils ont fait, vous savez, des bunkers avec des couloirs, parce qu'ils en ont pas fait un. Nous, on avait un bunker sous l'Élysée. Non, là-bas, ils ont fait des couloirs pour mettre différents bunkers à gauche, à droite, tout ça. Les Russes le savent, parce que forcément, quand vous faites des travaux comme ça, il y a des entreprises qui travaillent. C'est pas les militaires qui vont faire les bunkers. C'est des entreprises privées pour l'électricité, pour l'isolation, pour la ventilation, pour tout ça. Il y a énormément. Donc, les Russes, à l'époque, c'était le KGB, ils suivaient tous les travaux qui se faisaient, vous savez. Donc, ils ont pratiquement les plans. Et là, même s'ils ont mis des bunkers à 300 mètres de distance sous la Maison-Blanche, même s'ils sont à 40 mètres de profondeur, quand ça va péter, ça va être un trou. Vous voyez, terminé. Et donc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je note quand même que j'ai vu une interview justement de Youssef Indy, où il parlait justement donc du Venezuela, de Trump, etc. Et il disait quand même que malgré le fait que ce qui s'est passé au Venezuela est dramatique, mais les intentions de Donald Trump étaient avouées. C'est qu'il a avoué très tôt que effectivement c'était pour le pétrole.
Contrairement aux autres présidents qui inventent des armes chimiques, qui inventent ceci, cela. Là, Trump, il a dit, bon, effectivement, on y va pour le pétrole. Donc, est-ce qu'il y a des intentions cachées des États-Unis ou qu'est-ce qu'on doit comprendre? Non, je pense qu'effectivement, il a raison. Hein, il n'avait aucune raison de le cacher. C'était clairement affiché. Mais enfin, le problème, c'est que sur le plan moral, c'est quelque chose. Et puis, sur le plan international, on ne peut pas faire des choses comme ça. Enfin, il y a des règles. Et là, eux, ils se permettent tout. Mais ils se permettent tout depuis, on va dire, 1945. Je vais regarder quelque chose, si vous voulez, parce que c'est important. Là, on parlera après du développement chinois en Amérique latine. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un homme, vous savez, qui est remarquable aux États-Unis, qui est israélite, et c'est un grand professeur, il s'appelle Geoffrey Sachs. Oui. Et donc, il a fait récemment, la suite à ce coup d'éclat de Trump, il a fait un discours à l'ONU remarquable. Et dans son discours, il a expliqué, je vais retrouver les notes, je voulais ne pas déformer ce qu'il avait dit. Alors, pour info, Jeffrey Sachs, ça n'a rien à voir avec la Goldman Sachs, hein, je précise pour les auditeurs. Ah oui, parce que si la banque Goldman Sachs, on peut croire que c'est un banquier, mais non. Le lobby de la finance qui dirige les USA ont organisé entre 1947 et 1989 70 opérations de remplacement de gouvernement. 70 opérations de remplacement de gouvernement. C'est quelque chose d'inimaginable. Aucun autre pays s'est permis ça. Ils utilisent généralement la CIA, le Mossad et accessoirement le MI6. Entre les années, ils ont essayé de remplacer le gouvernement du Venezuela en 2002. Ils ont bombardé l'Irak en 2003, le Honduras en 2009, la Libye en 2011, la Syrie en 2011, l'Ukraine en 2014. Tout ça, ce sont des coups qui sont faits par... Et donc, Geoffrey Sachs a détaillé tout le détail. Ce sont des gens qui se permettent tout depuis 1945 et qui ont vraiment... ils dominent le monde complètement et c'est une façon, comment dire, totalitaire de diriger le monde. Et ça, ils n'ont pas compris maintenant, enfin Trump encore moins que les autres, qu'on est passé d'un monde unipolaire où il dirigeait tout, il dominait tout, à un monde multipolaire parce que, comme je vous l'ai dit, alors qu'ils ont délocalisé toute leur industrie pour aller gagner encore plus d'argent, et bien maintenant le savoir, il est en Chine, il est en Russie, il est en Iran et il n'y a plus beaucoup de moyens aux États-Unis pour produire tout le matériel sophistiqué qu'il y a maintenant au niveau du matériel militaire. Donc voilà la situation pour résumer. Alors, un point aussi important, la philosophie des Chinois est différente de celle des Américains. Les Américains, c'est on arrive, on détruit tout, et puis ensuite, c'est à nous. Vous voyez, ici, ça nous appartient, voilà. Là, il a revendiqué que le pétrole du Venezuela, c'est leur pétrole. Vous voyez, là, voilà, c'est comme ça qu'il parle. Eh bien, la Chine a une autre vision des choses actuellement, parce que les choses peuvent évoluer plus tard. Vous savez, tous ceux qui arrivent au sommet, généralement, après, ils se conduisent pas toujours très bien. Mais ils ont un slogan qui est très bien, la prospérité partagée. Vous voyez? Et donc, jusqu'à présent, c'est vrai que depuis 20 ans, c'est ce qu'ils mettent en place. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ils commencent par investir dans un port. Vous voyez, la construction d'un port. Là, en l'occurrence, en Amérique latine, ils ont construit un énorme port au Pérou. Et donc, à 80 km au nord de Lima, et ce port a commencé déjà à irriguer tout le commerce de l'Amérique latine. À partir de ce port, on peut aller au Brésil, au Venezuela, en Colombie, au Chili, etc. Et donc, il faut s'imaginer, parce que nous, Européens, on a toujours la vision, vous voyez, quand on regarde la carte, on voit l'océan Atlantique à gauche,
et puis la Russie à droite. Mais le monde n'est pas comme ça. Quand vous êtes en Chine, eh bien, vous avez en face de vous, vous avez les États-Unis. Donc ça, nous, on ne le perçoit pas, parce que c'est de l'autre côté du globe. Donc, la Chine, c'est l'océan Pacifique, et en face des Chinois, ce sont les États-Unis, mais c'est également toute l'Amérique latine, c'est-à-dire un hémisphère, vous voyez, vraiment, c'est tout, depuis la Colombie jusqu'à l'Argentine et le Chili qui est en bas, tout ça, c'est en face. Et donc, la route de la soie, c'est pas seulement la route qui part de Chine et qui vient vers l'Europe, comme c'était à l'origine de Marco Polo, mais c'est également la route de la soie pour eux qui part depuis les ports qui sont à Shanghai et tout ça, et qui arrivent dans ce fameux port, et il y en a d'autres déjà, donc directement. Vous imaginez le truc. Alors les Chinois ont, il y a 20 ans, ils obtenaient à peu près 2% du commerce qui se faisait à partir de l'Amérique latine, de tout ce continent. Aujourd'hui, les échanges que la Chine a avec l'Amérique latine est supérieur à celui des échanges entre l'Amérique latine et les États-Unis. Très supérieur. Rien qu'en 2024, ils ont investi 518 milliards de dollars. Vous voyez ? Alors, c'est évidemment, c'est là aussi le fond du problème. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies chinoises qui ont investi dans l'exploitation du pétrole. Il devait y avoir d'autres investissements. Et maintenant, Trump interdit à tous les tankers de partir avec du pétrole pour aller livrer la Chine. Et c'est là où on revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Seulement, aujourd'hui, on n'est plus dans les années 80, on n'est plus dans les années 2000. Le nombre de sous-marins dont dispose l'armée chinoise fait que les bâtiments de surface, si on veut, ils vont pas rester longtemps en surface. Vous voyez, c'est ça le truc. Et donc, je pense qu'il y a davantage à attendre une réaction de la part des Chinois que des Russes, parce que les Russes sont présents, mais c'est quand même un pays de 140 millions d'habitants. La Chine, c'est 1,4 milliard. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Ils ont des moyens humains et des moyens maintenant financiers, matériels énormes. Ils sont de très loin la première puissance économique du monde maintenant. Et donc, voilà la situation. Alors, moi, je pense que dans quelques semaines, on va voir vraisemblablement Netanyahou qui va vouloir remettre le couvert contre l'Iran. Oui. Il s'est probablement assuré du soutien des États-Unis avec la réunion qu'il a eue en Floride avec Trump. Et d'ailleurs, à ce propos, il s'est passé quelque chose là, tout à fait récemment. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'assassinat du juge Michel, qui s'était consacré, si vous voulez, pour lutter contre le trafic de drogue à Marseille et dans toute la French Connection, oui. La French Connection. Eh bien là, il s'est produit, là, il y a quelques jours, la même chose. Le juge qui poursuivait Netanyahou pour le traduire devant le tribunal pour corruption, lui et sa femme, il a été assassiné, on peut le dire, à un accident de la route, vous voyez. Il était en moto également. Et donc, il y a une voiture qui l'a percuté, boum, elle est toc, terminée. Vous voyez un petit peu le truc. Donc ça veut dire que des choses se mettent en place et je pense que... Alors, ce qui est toujours très difficile, c'est la mettre des dates, vous savez, parce qu'on ne peut pas savoir, il y a tellement de paramètres qui interviennent, on ne peut pas savoir si les choses vont se produire en février ou en mars, ce truc, mais à l'évidence, on va vers une confrontation à nouveau entre Israël et les États-Unis et l'Iran. Là, alors, avant de parler de l'Iran, je voulais qu'on revienne aussi sur des propos de Trump
par rapport au Groenland ou même à Cuba ou encore la Colombie. Il a récemment dit, voilà, le Groenland, on va le prendre, la Colombie, il va intervenir. Il parle de l'Iran, mais on en parlera après. Qu'est-ce que ça peut traduire? Est-ce que Trump, il nous dirige vers une guerre mondiale? Pourquoi il veut prendre autant de territoire? Quel intérêt au Groenland? Quel intérêt à Cuba? Le Groenland, effectivement, c'est quelque chose de très important. Mais alors, il n'y aura pas de guerre pour le Groenland. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le Venezuela va résister. À mon avis, la vice-présidente qui est devenue maintenant présidente, elle va, parce que le Venezuela, comme je vous ai dit, c'est un pays où la corruption était presque au niveau de celle de l'Ukraine. Il y avait beaucoup de gens corrompus, etc. Mais ces gens-là, au cours des années, ils ont quitté le Venezuela. Ils sont partis, parce qu'il y en a 8 millions qui ont quitté. Ils sont 28 millions aujourd'hui, mais il y en a 8 millions qui sont partis dans différents pays, et notamment aux États-Unis, tout ça. Donc, ceux qui restent, ce sont des gens qui vont se battre. Voyez. Donc ça, je crois. On est sûr de rien, bien sûr, parce que il peut y avoir des arrangements en sous-table, mais je pense que le Venezuela va se battre et va résister. Il va être aidé par l'Iran, il va être aidé par la Russie, il va être aidé par la Chine. En ce qui concerne le Groenland, l'Union européenne va se coucher. Les Américains ont déjà une base au Groenland importante, parce que, si vous voulez, quand vous regardez le globe, ben évidemment, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, vous raccourcissez la distance. Quand vous avez un missile qui part du Groenland pour aller sur Saint-Pétersbourg, c'est beaucoup plus court que si vous partez depuis le Texas ou un autre État des États-Unis. Donc, c'est ça, la stratégie. Et puis, bien sûr, il y a la cerise sur le gâteau, c'est toutes les richesses qui sont au pôle Nord. Or, quand vous êtes aux États-Unis, quand vous êtes les États-Unis, vous ne pouvez pas prétendre avoir des concessions au pôle Nord, alors que la Norvège, la Suède, la Russie peut prétendre à exploiter, puisque en quelque sorte, c'est leur zone d'approche de. Le Groenland, lui, a accès à ces territoires sur un plan juridique. Et donc, prendre le Groenland, c'est accéder directement à toutes les richesses qui sont au pôle Nord, qui sont phénoménales. Et donc, là, vous voyez le truc. Mais l'Union européenne, vous allez voir, va pas bouger. S'ils décident d'envoyer 30 000 GI là-bas, ils vont occuper le truc, ils ont déjà une base, ils vont s'installer. Donc voilà la différence, c'est ça. Donc il n'y aura pas de guerre pour le Groenland, à mon avis, parce que, alors, il y a encore quelque chose de pire, c'est que l'Union européenne s'est tellement prostituée devant les États-Unis que vous savez, ils nous vendent le matériel militaire. Avant, en France, on avait un tissu industriel. Il y a un homme formidable qui a été, on peut dire, suicidé, Olivier Marleix, qui a dénoncé tout ce scandale, Alstom et autres. Eh bien, le matériel militaire que les Américains vendent à l'Union européenne, mais pas seulement, ils en ont vendu aussi à la Suisse, des avions. Ils ont vendu des avions hyper sophistiqués qui coûtent une fortune et qui ont des problèmes de maintenance énormes. Mais ça n'empêche que les Suisses, les Norvégiens ont payé. Et puis ils continuent, ils vont en vendre en Belgique, etc. Or, ces avions, qui sont des avions de chasse hyper performants, eh bien, il faut que chaque semaine, un technicien américain vienne pour remettre les nouveaux codes. Les codes changent une fois par semaine. Si ce ne sont pas des nouveaux codes, vous avez l'avion, mais vous ne pouvez pas décoller. Vous ne pouvez pas voler. Donc, vous imaginez, vous avez les États-Unis d'un côté et l'Union européenne qui possède le matériel américain, ils veulent déclarer la guerre, ils peuvent le faire peut-être 5 jours, puis après c'est fini, ils n'ont pas les codes. Donc c'est pas la peine. Vous voyez, c'est tout comme ça. On est dans une situation, mais vraiment c'est incroyable. Comment on a pu dégringoler alors qu'on était dans les années 1900
au top du monde. Vous savez, moi j'ai fait une étude là-dessus sur les fabrications des voitures. Maintenant, on revient à des modèles électriques. Eh bien, en 1905, la voiture la plus rapide, c'était une voiture électrique qui était fabriquée en France. Elle appartenait d'ailleurs à la Belgique. Et il l'avait surnommée la jamais contente. Elle avait battu tous les records de vitesse. Elle roulait avec des piles, vous voyez. Et donc, et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens l'ignorent, ça, mais en 1905, la France était le premier producteur dans le monde de voitures. La production des voitures en France dépassait de très loin les Allemands, les Anglais, mais même les Américains. On sortait 50 000 voitures dans l'année, alors que les Américains étaient à 3 ou 4 000. C'était quelque chose. Et alors, après, on a évidemment, comme je vous ai dit, aux États-Unis, ils ont investi, et ils sont passés devant tout le monde. Mais oui, la France était une puissance extraordinaire. Et puis tout ça a été... vous savez, il faut pas chercher. Hein, le lobby de la finance a démembré tout ce qui pouvait être démembré. On fabriquait des câbles, on les appelait les câbles de Lyon. Il y avait Alcatel, il y avait tout ça. Bon, j'ai connu tout ça, et tout ça c'est parti à l'étranger. Et il y a forcément des réseaux qui ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Voilà. Ouais. Non, sans doute. Ouais. Eh ben, écoutez, on va passer dans ce cas-là au dernier gros chapitre de cette entrevue. C'est évidemment les révoltes iraniennes qu'il se passe en ce moment en Iran. On le voit, il y a même une grosse coupure d'Internet. Je rappelle, l'Iran, d'ailleurs, c'est quand même 90 millions de personnes. Donc, quand on parle de manifestations, on parle pas de Paris. Là, on parle vraiment de millions de personnes dans les rues, principalement à cause de l'hyperinflation. Voilà, les gens ne s'en sortent plus. Un quignon de pain, ça va coûter je ne sais combien d'équivalents en euros. Enfin bref, c'est juste dingue. Et d'ailleurs, je tiens à dire que sur LCI, on a eu les propos de Raphaël Jérusalemi, qui est un ancien du renseignement israélien, qui a avoué effectivement que le Mossad était derrière certaines révoltes iraniennes. Il y a même d'ailleurs une super série sur Apple TV qui s'appelle Téhéran, où ça parle justement d'une femme qui travaille pour le Mossad et qui s'infiltre en Iran pour essayer de pirater le programme nucléaire. Bref, donc, on avait déjà fait pas mal d'entrevues là-dessus sur l'Iran. Vous aviez prédit effectivement que ça allait être assez compliqué pour l'Iran, même pour le conflit entre Israël et l'Iran. Vous l'aviez limite prédit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de nouveau par rapport à ces récents événements, Monsieur Chevrier? Alors, si vous voulez, il ne faut pas se faire manipuler par les images et la propagande qui est orchestrée par les Israéliens et le Mossad tout particulièrement, et les autres services de renseignement comme la CIA, etc. Et donc, l'Iran, c'est 90 millions de personnes, vous l'avez rappelé. Alors, vous pouvez faire des manifestations avec 500 000 personnes. Et donc, quand vous avez des caméras sur une rue où il y a 50 000 personnes qui défilent, ça fait des images impressionnantes. Mais ça représente même pas 1% de la population. Moi, je pense que tout ça, c'est de la propagande. Je dirais que 70% de la population est derrière le régime. Vous voyez, 70%. Vraiment, le peuple est derrière, le gouvernement est derrière Khamenei. Ça, pour moi, c'est sûr. On va dire qu'il y a 28% qui sont indécis et il y a 2% qui sont corrompus par toutes les palettes de dollars qui sont envoyés dans les pays tout autour de l'Iran et qui arrivent finalement en Iran, où là, effectivement, vous créez des équipes, vous leur donnez tout un tas de trucs, puis vous leur donnez surtout la possibilité que si ça tourne mal, ils peuvent aller dans tel pays et avec leur pognon, ils vont se faire une très belle vie. Vous voyez, toute la famille peut aller là-bas. Donc ça, ils savent le faire, ils le font. Et donc, je ne crois pas du tout à une révolte du peuple contre le gouvernement iranien. Cette histoire d'inflation, moi, je vais vous dire, de temps en temps, ça m'arrive d'aller avec ma compagne pour faire les courses à l'hypermarché.
Ben, quand vous regardez l'inflation qui est en France, alors ça, on ne vous en parle pas, mais moi, je peux vous dire que quand on achetait du poisson il y a 2 ans, et puis aujourd'hui, ben, c'était du 22 € le kilo, maintenant on en est à 37, et tous les produits sont pareils. Vous achetez du bœuf. D'ailleurs, dans les hypermarchés comme Leclerc, ils ont cessé de vendre de la viande, comment ils appellent ça, vieillie, vous savez, c'était trop cher. On va, bon, pourtant on est dans une région qui est quand même assez riche parce qu'il y a pas mal de retraités qui ont des moyens, puisque maintenant les jeunes, eux, ils ont du mal à vivre, mais ceux qui sont de ma génération sont à l'aise parce qu'on a connu l'époque où on gagnait de l'argent. Eh bien, dans des hypermarchés qui sont quand même pour une clientèle très aisée, eh bien, ils ont cessé de vendre, par exemple, des tours d'eau, des trucs comme ça, parce que c'est 52 € le kilo. Vous comprenez? 52 €. Alors ça, on vous en parle pas. On vous dit, non, ça bouge pas. Mais c'est pas vrai. On a une inflation, nous, en France, qui est probablement sur l'espace on va dire, sur peut-être 30% qu'il y a eu en l'espace de 15 jours. Je peux vous dire que tous les gens qui travaillent chez moi savent bien que quand ils vont faire les courses, eh bien, il faut regarder parce qu'on peut plus. Quand on faisait un caddie, moi je me rappelle, il y a 3-4 ans, avec 150 € vous aviez pour la semaine, et puis maintenant, avec 250 €, vous n'avez pas de quoi terminer la semaine. Donc vous voyez, ça c'est la réalité. Alors moi je suis pas sûr qu'il y ait une inflation de 40% en Iran, j'y crois pas du tout. Tout ça c'est de la propagande. Ils sont effectivement en train de préparer l'opinion pour trouver un prétexte pour remettre le couvert, si vous voulez, en Iran. Donc, le point important, c'est que je pense que Netanyahou est décidé à utiliser l'arme nucléaire contre les Iraniens. Je suis le seul à le penser, vous voyez, parce que, et c'est le but de la manœuvre. Je vous l'ai déjà peut-être dit, ils ont pris une raclée la dernière fois dans la guerre des 12 jours. Des 12 jours, vous voyez. Et 12 jours seraient, parce qu'ils n'avaient pas de quoi tenir 20. Hein, ça, ils sont arrêtés. Ils ont tout de suite tiré le signal d'alarme avec Trump qui a téléphoné à Poutine, tout ça pour dire, allez, dites-leur d'arrêter, on va faire un truc, on va faire la paix, tout ça. Bon. Parce que si ça avait continué 8 jours plus tard, il n'y avait plus de Tel Aviv. Vous voyez, ils avaient commencé à détruire déjà des quartiers, c'était terminé. Là, c'était un champ de ruines. Alors, si la seule chose qu'ils pouvaient, c'était vivre dans tous les abris qu'ils ont construits entre 1960 et 1980, puisque Israël est un des rares pays à avoir 100% de la population civile qui possède des abris NBC, c'est-à-dire nucléaires, bactériologiques et chimiques. Et donc, sous tous les immeubles, il y a des abris NBC. Alors, ils pouvaient rester là-dedans, ça c'est sûr, mais les immeubles, il n'y aurait eu plus rien. Donc, là, s'ils décident de réattaquer l'Iran, eh bien, ils savent qu'ils sont battus dans le domaine conventionnel, mais à plate couture. Les Iraniens ont des milliers de missiles, ils peuvent, avec des missiles conventionnels, ils peuvent raser Israël. Vous voyez, il restera des pierres. On peut prendre des photos sur ce qu'était la ville de Hambourg en juillet 1943. Vous prenez des photos de Dresde, que c'était la ville de Dresde qui a été complètement démolie. Moi, j'ai fait dans mon livre, vous savez, j'ai fait voir les photos de ces villes. Il reste plus rien, des pans de murs, tout ça, tout est rasé. Eh bien, avec des missiles conventionnels, à tête conventionnelle, ils peuvent raser Israël. Vous voyez, voilà. Donc, pourquoi il va réattaquer alors qu'il sait très bien que ce petit pays, même avec l'aide des États-Unis, ne peuvent pas gagner une guerre conventionnelle contre l'Iran. C'est terminé. Terminé. L'Iran, c'est devenu une forteresse avec des tunnels dans les montagnes énormes. Ils ont une avance technologique, une puissance. Ils ont une armée vraiment qui est déterminée. Parce que vous savez ce qui compte dans les guerres à venir et ce qui a compté dans les guerres qui nous ont précédés, c'est la détermination. C'est ça. Quand vous avez les Américains qui vont faire la guerre au Vietnam, les Vietnamiens n'ont pas de matériel, ils ont truc, mais ils sont déterminés. Ils vont se battre jusqu'au dernier. Et quand vous avez
les Américains qui bombardent avec du napalm au Vietnam, eh bien, les Vietnamiens creusent dans la terre pour se protéger, pour protéger les villages, des souterrains, tout ça, et ensuite ressortent et vont se battre après les bombardements. Vous voyez, donc, eh bien, c'est ça. Or, à mon avis, les Iraniens sont déterminés à se battre. Vous voyez, et donc ça, c'est pas en Israël. 8 millions de personnes, oui, avant le 7 octobre. Aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse un recensement. À mon avis, on est plutôt proche de 5 millions de personnes que de 8. Hein. Il y en a beaucoup qui ont... Et alors, il y a un point important, c'est que il y a peut-être quelques semaines, les Russes ont invité les Israéliens qui ont le passeport russe, qui sont d'origine russe, à quitter Israël, s'ils le désirent. Ils peuvent retourner en Russie. Et le point important, tout à fait récemment, je crois que c'est avant-hier, les Russes ont retiré le personnel de l'ambassade russe qu'il y a en Israël. Ils les ont sortis. Donc là, à mon avis, il y a un truc qui se prépare, ça commence à chauffer. Vous voyez, oui, parce qu'ils ont aussi, aux États-Unis, il y a la NASA qui écoute toutes les conversations téléphoniques, mais les Russes et les Chinois, ils ont aussi quelques systèmes d'écoute et donc ils sont un peu au courant de ce qui se prépare. Donc, difficile de dire si ça va péter dans 2 semaines ou dans 4 semaines, mais alors, là, ça va être peut-être quelque chose de très sérieux. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle les Russes ne peuvent pas être partout. Ils ont peut-être choisi de continuer d'avancer en Ukraine et d'aider l'Iran. Ça, c'est possible. Et donc, pour cela, comme ils sont pas 1,4 milliard, hein, donc si vous avez une division qui est présente, enfin l'équivalent en Iran, vous pouvez pas l'avoir au Venezuela, etc. Donc, c'est ça. Mais on va vraisemblablement arriver à un quart d'heure de vérité. Pourquoi ? Parce que là, personne ne croit en France ou ailleurs à une guerre nucléaire. Je suis un des rares qui explique depuis des années que ça va arriver parce que c'est comme ça. Toutes les armes qui ont été fabriquées dans les siècles précédents ont toujours été utilisées. Et donc, si on nous parle de dissuasion, on nous raconte, évidemment, c'est la propagande française de nos gouvernements successifs. L'arme nucléaire, c'est une arme de dissuasion, c'est une arme qui n'est pas faite pour être utilisée. Et donc, on possède, nous, 290 têtes nucléaires, Israël, environ 360. Vous savez que c'est la France qui a construit Dimona, qui a permis à Israël de devenir une puissance nucléaire à l'époque de Guy Mollet, à l'époque des socialistes qu'il y avait en France, puisqu'ils ont toujours eu... Vous se rappelez que Shimon Peres était socialiste, et donc il avait des liens d'amitié avec Guy Mollet, qui était socialiste également. Et d'ailleurs, toutes les guerres qui ont éclaté en Indochine, en Algérie, ont été déclenchées sous un régime socialiste en France. Ça n'a jamais été la droite qui a déclenché des guerres. Et donc, là, vous avez donc des naïfs qui pensent que, avec 290 têtes nucléaires, personne ne peut nous attaquer. Mais si c'était le cas, eh bien, les Américains ou les Russes, ils se seraient arrêtés à 290 têtes nucléaires. Et puis, avec l'argent qu'on dépense, qu'ils ont dépensé pour faire 6600 têtes nucléaires en Russie, ils auraient fait du confort, des belles voitures, ils auraient fait tout un tas de trucs. Et tout ça, c'est des milliards, si vous voulez, qui ont été dépensés. Or, si ils ont continué, c'est parce qu'ils ont l'intention de les utiliser. Parce que si vous avez 290 têtes et à ce moment-là, vous tenez tout le monde en respect, on s'arrête à 290 têtes et comme je vous dis, avec cet argent, on fait autre chose. Donc, ça, c'est un point important. L'autre point important, si je voulais donner une information importante, c'est de dire que on nous raconte des histoires. La guerre nucléaire, ça ne sera pas la fin du monde.
les effets du nucléaire sont localisés. C'est ça que les gens ne comprennent pas. J'ai fait récemment une émission sur géopolitique profonde avec Mike Borowski, et c'est une émission qui continue. Ça fait 3 mois. Elle continue à faire 1000 vues par jour. Là, on en est à 250 et quelques mille vues. Vous voyez. Wow. Et alors, 1700 remerciements. J'ai fait une émission là-dessus pour divulguer les informations de ce qu'il faut savoir pour protéger sa famille. Vous voyez, et comment les conséquences des explosions nucléaires. J'ai expliqué tout ça pour que les gens comprennent. Eh bien, tout ça, je l'ai expliqué dans mon livre aussi, La prochaine guerre sera nucléaire. Vous en avez parlé ici. Et donc, c'est très important d'avoir ce livre parce que, vous voyez, moi qui suis l'auteur de ce livre, eh bien, avec les années qui passent, des fois, j'oublie quelque chose et je retourne sur le livre pour chercher une information technique parce que, évidemment, c'est des années de travail et je peux pas avoir tout en tête. Hein. Même si j'ai une bonne tête, j'ai maintenant, avec les années, il faut réfléchir, reprendre. Et puis, alors donc, je vais dans le bouquin, puis je vais chercher parce qu'il y a tellement d'informations. Alors, en fait, c'est vraiment capital. J'ai expliqué que pour s'en sortir, il faut 2 choses. Il faut un compteur Geyser et il faut le livre La prochaine guerre sera nucléaire. C'est tout. Et si vous n'avez pas ça, vous avez peut-être la chance d'être dans une région où il n'y aura pas de retombées radioactives. Et là, vous serez parmi les survivants. Mais si vous êtes dans une région où il y a des nuages radioactifs, vous savez pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, vous êtes foutu. Vous êtes foutu, vous allez mourir pas dans les minutes qui suivent, mais dans les semaines qui suivent, vous voyez. Et c'est ça aussi qui est important. Alors, mais les gens ne veulent pas croire que c'est possible. Or, moi, je m'appuie sur des faits, sur les 2414 explosions nucléaires qui ont eu lieu depuis 1945. Donc, on connaît tout ça parfaitement. Il y a eu 2400 explosions nucléaires et un peu plus. C'est pas la fin du monde. Vous voyez, il n'y a pas eu de problème. Alors, la différence, c'est qu'on a fait exploser toutes ces bombes qui sont de vraies explosions dans des régions inhabitées. Donc, forcément, il n'y a pas eu de mort. C'est vous dire que les explosions ont un effet local. Là, on va rentrer dans un petit détail juste pour faire une parenthèse. Il faut comprendre qu'il y a 2 types d'explosions nucléaires. Et c'est ça que les gens ignorent. Mais tout le monde l'ignore. Mais les sénateurs, les députés, ils sont ignorants. Ce sont des ignorants. Et donc, on a beau essayer de leur faire truc. Non, ils n'y croient pas, ils ont des œillères. Ils sont comme en 39, la ligne Maginot, les Allemands ne peuvent pas pénétrer sur le territoire français. Ouais. Alors là, ils étaient convaincus. Effectivement, ils sont pas rentrés par l'Alsace, ils ont fait le tour, ils sont passés par la Belgique. Eh bien là, ce sera pareil. Si vous voulez, il y aura, quand la guerre va éclater, alors 3 ou 4 ans après, les gens vont dire, mais oui, mais c'était évident qu'il allait y avoir une guerre nucléaire, puisque tout se mettait en place. Alors ça, vous allez l'entendre partout. Mais aujourd'hui, personne n'y croit. Alors, 2 types d'explosions. Les explosions à basse altitude, c'est ce que vont faire les Israéliens. À mon avis, ils vont attaquer l'Iran pour changer le gouvernement qui, actuellement, tous leurs services, le Mossad, la CIA, le MI6, ils n'y arrivent pas pour l'instant à changer le gouvernement. Eh bien, ils vont mettre le marché en main. Ils vont leur dire, voilà, si vous changez pas le gouvernement, nous, on détruit d'abord une ville. Et puis ensuite, on en détruit une autre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des explosions à 1200, 1500 mètres d'altitude. C'est des explosions qui tuent par leur effet direct. Il n'y a pas de retombées radioactives sur les explosions qui sont faites à basse altitude. Et là, dans ce domaine, moi, j'ai expliqué sur mes vidéos, si les gens veulent aller sur ma chaîne, ils verront, ils font Gérard Chevrier, cliquent sur le logo et ensuite vidéo. J'ai fait des émissions complètes pour expliquer comment ça se passe, vous voyez, les conséquences des explosions, tout ce qui a été fait par les Américains, par les Français, etc. Et donc, ce sont les Français qui ont fait tous les essais pour Israël. 240 explosions nucléaires que la France a pratiquées. On a fait les essais pour nous,
pour Israël et pour l'Afrique du Sud. Les gens ignorent que l'Afrique du Sud possède également l'arme nucléaire, et tout ça, ce sont des contrats qu'il y a eu entre Israël et la France et Israël et l'Afrique du Sud. Afrique du Sud pour fournir l'uranium, vous voyez. Donc, tout ça, je l'ai expliqué, la construction de Dimona, avec l'envoi de 1500 ingénieurs et techniciens français qui ont passé 18 mois en Israël, dans le désert du Negev, à Dimona, pour construire l'énorme centrale d'enrichissement d'uranium et de production d'électricité qu'il y a à Dimona. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ils ont pratiqué, nous, on a fait, j'ai donné toutes les explosions, les séries d'explosions qui ont été faites à basse altitude, à Mururoa et dans les environs. C'est très simple. On prend une bombe, un ballon, et hop, on fait monter la bombe jusqu'au niveau où on veut la faire exploser. 500 mètres, 600 mètres, 900 mètres, et là, elle explose. Et donc, vous avez tous les appareils qui sont au sol pour mesurer le souffle, mesurer la température, etc. On place des animaux pour voir comment ils vont mourir, etc. Donc, tout ça, on le connaît. On connaît tout par cœur. Et donc, il y a eu pendant à peu près 4 ans, il y a eu une quantité de campagnes d'explosions à basse altitude qui ont été faites pour l'Afrique du Sud, pour Israël et pour la France. Des petites puissances, 2 mégatonnes, 15 mégatonnes, mais également, kilotonnes plutôt, 12 kilotonnes, et on est arrivé jusqu'à 2 mégatonnes, explosion à basse altitude. Ça, si vous voulez, ça concerne quand on veut tuer par des effets directs. Mais nous, en France, ce qui est important, c'est les explosions qui ont lieu au sol, qui sont faites pour détruire des installations militaires. Voilà, c'est ça qui représente un danger pour la France. C'est pas les explosions en altitude, parce qu'il n'y a pas de retombées radioactives. Donc c'est très localisé. Et imaginons que les Russes fassent la guerre contre l'OTAN, eh bien ils vont s'occuper en priorité, et je dirais exclusivement, à toutes les bases militaires américaines qui sont en Europe. Et c'est ça qui représente un danger. Parce que quand vous faites exploser une bombe au sol, vous creusez un cratère énorme, et toute cette quantité de terre, de cailloux, de ferraille qui est envoyée à 4000 mètres d'altitude, elle forme un nuage, et le nuage va arriver non pas 10 minutes après, mais 1 heure, 3 heures, 5 heures plus tard, et là, dans les jours qui suivent, ces retombées émettent un rayonnement gamma et vont tuer des millions de personnes. Des millions de personnes qui pourraient sauver leur vie si elles savaient ce qu'il faut faire pour se protéger des retombées radioactives. Moi, j'explique tout ça dans mon livre, vous voyez. Et donc, là, en ce qui concerne Israël, ils vont pas faire d'explosion au sol parce qu'ils risqueraient d'avoir des retombées radioactives. Vous voyez, le nuage radioactif, si le vent est orienté d'est en ouest, eh bien, ils pourraient l'avoir. Or, ils vont faire des explosions au sol. Donc, moi, je crois qu'ils n'ont pas les moyens de faire une guerre conventionnelle contre l'Iran. Eh bien, ils ont l'intention d'utiliser une petite partie de leur arsenal nucléaire, probablement à partir des sous-marins qu'ils ont. Ils ont 6 sous-marins. Ils ont fait les sous-marins de fabrication allemande. Ils ont demandé, il y a 2 et 3 ans, de modifier les tubes qui envoient les missiles à partir des sous-marins qui ont été faits par les Allemands. Les tubes ont été changés, ils faisaient 400 mm de diamètre, ils ont passé à 550, et là, ils peuvent utiliser leurs missiles nucléaires. Donc moi, à mon avis, parce que sur le plan de la défense antiaérienne, les Iraniens sont maintenant vraiment à un niveau très élevé, et donc ils vont pas prendre le risque d'aller avec un avion au-dessus de l'Iran pour larguer une bombe. Ils enverront une bombe à partir d'un missile qui sera au large de l'Iran, dans l'océan Indien, et qui ira exploser probablement au-dessus d'abord d'une petite ville moyenne, peut-être 500 000 habitants, pour obtenir un choc, si vous voulez, émotionnel, et là, une reddition. Voilà. Et puis, si il n'y a pas ce choc, ils feront comme les Américains. Ils ont commencé par Hiroshima. Ils n'ont pas voulu signer la reddition. Eh ben, on a continué
avec Nagasaki. Alors après, les Japonais ont signé, mais là, les Israéliens ont la possibilité de faire 3, 4, 5, 6, 7 villes, oui, successivement. Donc à un moment, effectivement, les Iraniens pourraient signer. Mais là, c'est une autre paire de manches parce que peut-être qu'entre-temps, les Russes et les Chinois vont rentrer dans la partie. Oui. Voilà la situation. On est certain de rien. Moi, je vous donne des probabilités, des choses qui sont logiques, mais je ne peux pas affirmer, on ne peut pas, il y a tellement de paramètres qui interviennent, mais dans la probabilité, le schéma que je vous donne est tout à fait à un très haut niveau de probabilité, et on le verra peut-être dans les semaines à venir, parce que là encore, c'est une question, bizarrement, mais de météo. Les conséquences d'une guerre nucléaire sont complètement, totalement différentes si la guerre arrive en hiver dans l'hémisphère nord ou si elle arrive en été. Alors, en été, il y aurait des conséquences catastrophiques parce que les forêts vont brûler, on ne pourra pas arrêter les feux de forêt. Et les feux de forêt auront beaucoup plus d'impact que les explosions elles-mêmes. Si la guerre se déroule au mois de février ou mars, les conséquences seront très limitées. Les feux de forêt s'éteindront d'eux-mêmes, vous voyez, parce que la forêt est humide et en plus il fait froid. Et donc ça, vous voyez, c'est ça que j'explique et qui est très important, qu'il faut savoir. Donc on verra, on ne sait pas si cette guerre nucléaire, elle éclatera en février ou en mars l'année prochaine ou cette année, etc. Mais si elle a lieu en hiver, les conséquences seront très limitées. Si elle a lieu en été dans l'hémisphère nord, ce sera une catastrophe parce que, si vous voulez, en Russie, la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés, dont 7 millions de kilomètres carrés de forêt. Le Canada, c'est des millions de kilomètres carrés de forêt. Les États-Unis, pareil. L'Europe, pareil. Vous avez la forêt qui part depuis la France jusqu'en Hongrie, etc. Tout ça, vous imaginez. Alors là, oui, on risquerait en été d'avoir un hiver nucléaire ou deux. Ça serait, c'est-à-dire qu'il y aurait plus de soleil pendant. Mais si c'est en été, les conséquences très limitées. Oui, voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour résumer un petit peu la situation. Voilà, donc d'ailleurs, je rappelle que votre livre est toujours disponible. Je mettrai le lien de votre site en description pour ceux qui veulent. D'ailleurs, on a fait une interview ensemble sur votre livre, donc j'invite tous les abonnés à la regarder s'ils le veulent. Et ben voilà, donc tout ça s'annonce assez négatif, j'ai envie de dire. Mais bon, faut garder quand même faut garder le sourire. Ça va, la vie est pas non plus difficile à ce point-là, mais c'est vrai que bon, si on se laisse aller en regardant les actualités tous les jours, c'est sûr que là, on se dit qu'on va jamais en finir, quoi. Voilà, il faut se placer dans une optique de résistance, il faut s'organiser pour survivre. Si cette guerre arrive dans quelques semaines ou dans quelques mois, eh bien, il faut s'y préparer mentalement. Oui, c'est ça qui est important. Et préparer également le minimum que l'on a besoin. Alors, c'est pas le kit de survie que nous a indiqué Macron qui va vous permettre de vous en sortir. Ça, si vous voulez, vous allez sur mes vidéos et vous allez voir ce qu'il faut faire. D'ailleurs, je conseillerais à ceux qui sont en France, en ce moment, de faire un petit stock de gasoil, parce que c'est peut-être ça les premières conséquences qu'on aura en France quand il y aura, si le détroit d'Ormuz est fermé par les Iraniens, on risque certainement et donc de manquer et d'essence et de gasoil. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait un sacré tour d'horizon. Eh ben ouais, écoutez, moi je pense qu'on a abordé tous les sujets qui étaient les plus brûlants du moment. Donc, Monsieur Chevrier, est-ce que vous avez un dernier mot avant de partir? Non, ce que je voudrais dire, c'est surtout aux personnes de ne pas. Moi, je joue pas du tout sur les peurs. Il faut, au contraire, être conscient que c'est un risque. Il faut se préparer. Et je vous dis, c'est pas la fin du monde. Quand il y aura la guerre, à mon avis, elle sera par escalade successive. On arrivera forcément au nucléaire. Et donc, le danger en France, c'est les bases américaines qui sont en Europe, mais également les stocks
de têtes nucléaires que nous avons en France. Donc ça, j'en ai aussi parlé dans mes vidéos. Et donc, oui, il faut... De toute façon, la probabilité, à mon avis, elle est de 8 sur 10. Vous voyez, qu'on arrive dans les mois à venir à une guerre nucléaire entre les pays qui représentent le multipolaire, c'est-à-dire les BRICS, hein, Russie, Chine, Iran, contre les États-Unis et donc contre les forces de l'OTAN. Et nous, indirectement, on sera impliqués. Mais, comme je l'ai dit, ce ne sera pas la fin du monde. Et donc, il faut s'organiser et il faut se préparer pour savoir. Alors, la première chose qu'on pourrait dire, c'est regardez autour de où vous habitez, quelles sont les cibles possibles. Vous voyez ? Parce que vous avez, en France, il y a des cibles. Les cibles, je les ai indiquées en Belgique, en Allemagne, 8 bases américaines en Allemagne. Tout ça, ce sera détruit par des explosions au sol. Il y aura des nuages radioactifs. Donc voilà. Mais comme je vous le disais, la probabilité, elle est de 8 sur 10. Moi, je mise, vous voyez, je suis optimiste, je mise sur les 2 sur 10. Je me dis, on a 20% de chances que ça n'arrive pas. Eh bien, comme vous le savez, je continue à diriger les 2 entreprises que j'ai créées. Eh bien, je continue à investir, à faire de la recherche, à créer des nouveaux produits. Je ne suis pas replié sur moi-même, vous voyez. Donc moi, ça ne va pas m'arrêter de continuer à créer des choses et avoir le plaisir de les créer. Et donc, il faut que les gens aient cette mentalité. Il faut qu'ils se disent, on a 20% de chances que ça n'arrive pas, c'est énorme, 20%. Si on vous disait, prenez un billet de loterie, vous avez 20% de chances de gagner, vous n'allez pas en acheter un, vous allez en acheter 20, vous voyez. Et donc, c'est ça, en fait. Moi, mon optique, elle reste là-dessus. Mais je ne suis pas dupe, je sais que ça peut arriver, et donc, il faut, au cas où ça arriverait, eh bien, il faut être préparé par des choses qui sont pas très difficiles à faire. Et voilà. Donc, voilà ma conclusion, si vous voulez. Eh ben, écoutez, Monsieur Chevreuil, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur la chaîne. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. À très bientôt. Au revoir, Kentra.